Oui, il faut d'abord bien mesurer le pouvoir des mots. Stéréotype de genre, c'est mastoc, c'est choc. Il y a déjà une alliance de deux mots, je dirais, qui impressionne. Stéréotype, c'est quelque chose de, voilà, qui tourne sur soi-même, qui est obtus, qui est mécanique. Bon, comment ne pas vouloir ouvrir tout ça, l'aérer, le déconstruire. Quant à genre, alors là, c'est encore plus une histoire surprenante, puisque quand on y réfléchit, ou plutôt quand on reprend l'étymologie du mot, le genre, c'est la génération, c'est-à-dire ce qui porte l'avenue de l'enfant, ce qui fait que, traditionnellement, si je puis dire, il y a deux genres, le genre paternel et le genre maternel. Bon, on en est loin, avec un passage que je ne vais pas développer, mais enfin, par le biais des États-Unis, donc du terme gender, qui est revenu dans une traduction un petit peu discutable de genre, mais ça, on ne va pas insister là-dessus, mais dans quelque chose qui est surprenant, parce que c'est, je dirais, le mot dit d'une certaine manière l'inverse de ce qu'il disait, puisque maintenant on parle du genre comme de la possibilité d'autodéfinir son sexe, d'une certaine manière, puisqu'on aboutit à cela, après avoir dénoncé une oppression sociétale, je dirais, qui aurait martyrisé les options personnelles et donc qu'il faudrait dénoncer. Et donc les deux termes, stéréotype et genre, viennent là pour se renforcer en quelque sorte et dénoncer une oppression de la société sur le libre épanouissement des individus. Alors, est-ce qu'il existe des stéréotypes de genre ? Eh bien oui, il en existe. Il en existe dans les impressions ressenties par un certain nombre de personnes qui, effectivement, ont ressenti quelque chose d'oppressant dans les messages qui leur étaient adressés sur leur propre sexe. Et ce n'est pas pour rien que cette idée émane d'un courant de société, d'une théorie qui est portée par un courant homosexuel. Effectivement, il y a là des personnes qui ressentent ce qu'ils appellent une hétéronormativité, quelque chose qui formaterait. Mais c'est leur impression, et cela ne veut pas dire que l'on puisse en faire une théorie générale. Or, toute l'affaire est là, actuellement, dans une sorte d'engouement de la société qui, je dirais, dans le sentiment de rassembler tout le monde, se mettrait à valider cette impression. À partir de quoi, bien sûr, on peut toujours trouver quelque chose qui va paraître un peu convenu, un peu traditionnel. Il y a le bleu pour les garçons et le rose pour les filles. Bon. Mais le bleu pour les garçons et le rose pour les filles, outre que c'est parfois un petit peu dépassé, mais même indépendamment de cela, la couleur ne prend, je dirais, une fonction que depuis le message qui va être porté par la relation avec les parents. Donc on peut dire qu'il y a là un code expressif, si même on le prend, je dirais, un petit peu à l'état, un petit peu brut, un petit peu simpliste comme cela, il y a un code expressif qu'il n'y a aucune raison de dramatiser. Je dirais ce code, en admettant même qu'il fonctionne dans la relation avec les parents, il est le message que les parents adressent à l'enfant et qui est leur vœu que, petit garçon, il soit leur fils, ou que, petite fille, elle soit leur fille. Avec, je le sais, des complexités. Et je n'ignore pas les complexités et je les respecte, mais cela ne veut pas dire que l'on ait justification à dénigrer, à la raison qu'il y a des difficultés possibles dans ce lien, qu'on ait des raisons de le dénigrer de principe. Alors ces codes expressifs, finalement, ils vont fonctionner au sein de la relation. Et qu'est-ce que c'est que la relation parent-enfant qui construit l'identité sexuée de l'enfant? En termes très simples, c'est le fait que le père
a été un petit garçon et que la mère a été une petite fille, et que cela, ça retient totalement l'intérêt de l'enfant, ça le captive. Allez voir d'ailleurs la façon dont les enfants vont enquêter auprès de leurs grands-parents, comment est-ce qu'il était, papa, etc. Tout ce que vous voulez. Et c'est le principe même qui fait devenir parent. On est parent depuis le fait que l'on a été enfant. C'est là, je dirais, le canevas de la relation. Et on n'est pas obligé d'avoir une telle défiance à l'égard de ce canevas. D'abord, il peut être empreint de beaucoup de tendresse. Je ne dis pas qu'il est parfait, bien sûr qu'il est complexe, bien sûr qu'il est chargé, mais il demeure l'essentiel pour tous les enfants. C'est en quelque sorte une fonction, on pourrait dire, de tuteur pour la relation parent-enfant, pour que l'enfant se construise. C'est-à-dire que l'enfant, pour grandir, va s'accrocher et y dénoncer je dirais, l'effet de stéréotypes de genre. C'est en quelque sorte prétendre qu'il s'agirait là non pas d'un tuteur en bois, je dirais comme on en voit dans les propriétés, mais une sorte de fil de fer barbelé qui étoufferait la plante. Non, ce n'est pas de principe quelque chose qui étouffe l'enfant, c'est qu'il aliène, non, c'est quelque chose qui soutient. Ensuite, l'enfant, il a son débat avec cela. Et son débat fait partie de sa vie psychique et affective, et c'est un débat complexe, mais c'est un débat plein de vitalité. Et ce débat, il est particulièrement porté par le jeu de l'enfant, qui est un processus maturatif pour tous les enfants. Alors oui, il va y avoir sans doute des jeux que l'on pourra dire des jeux de garçons et des jeux que l'on pourra dire des jeux de filles. Oui, vraisemblablement, les garçons aiment bien la bagarre. Mais au fond, pourquoi ? Est-ce que c'est un stéréotype ? C'est surtout que grandir et devenir garçon, c'est s'approprier quelque chose de l'ordre du masculin. Et où est-ce que l'enfant va, je dirais, chercher cette référence du masculin ? Il la recherche du côté de son père. C'est-à-dire qu'il veut s'approprier quelque chose du côté du père, et c'est le fameux enjeu pour le garçon de la rivalité avec le père, qui est un enjeu d'ailleurs pas simple du tout. C'est un conflit psychologique complexe. Bon. Pour la fille, le processus va être identique dans la relation avec la mère, avec les nuances. Parce qu'effectivement, devenir mère, devenir fille, devenir femme, devenir mère est un processus différent, où la question de l'enfant va se poser d'une façon tout à fait différente. Dans la relation maternelle, c'est quelque chose de tout à fait différent. On pourrait parler à ce moment-là, je dirais, d'une compétition tendre avec la mère, qui permet, donc le jeu, notamment la relation à la poupée, c'est quoi ? C'est pour la petite fille se sentir pouvoir devenir une bonne mère à la mesure de la façon dont elle cherche à se sentir une bonne fille pour sa mère. Donc ce sont des processus qui construisent l'enfant. Et évidemment, tout le monde est d'accord pour, je dirais, souhaiter que les garçons et les filles se respectent, mais pas dans le fait de plaquer une idée de respect. Les garçons et les filles se respecteront d'autant plus que l'on aura respecté qu'ils soient garçons et qu'elles soient filles. Il va y avoir des différences dans la façon d'exprimer cela. Notamment, le garçon est à la recherche, on pourrait dire, d'une confiance musculaire, une façon de se sentir balèze, etc. Bon, cela va jouer pour le garçon. La fille sera plus dans une confiance, disons, charmeuse. Non. L'enjeu de la jupe dont il a été question récemment n'est pas du tout indifférent par rapport à cela, parce qu'on voit comment il y a une tendance à vouloir, je dirais, ravaler la jupe à quelque chose qui serait un instrument de vexation pour les filles, et qu'à ce moment-là, il serait éducatif d'en accoutrer les garçons. Mais on peut aussi considérer que la jupe est un instrument de charme et que les femmes et aussi les fillettes le savent très bien et peuvent y prendre leur plaisir sans qu'il y ait là quelque chose qui soit infériorisant pour elles.
Et c'est là que la notion d'égalité réelle devient complètement plaquée par rapport à cela, puisque par exemple, on s'offusque du fait que les garçons prendraient plus de place sur les cours d'école que les filles. C'est vraisemblable, mais effectivement, il y a sans doute une façon de tenter, d'affirmer sa confiance en soi, de chercher sa confiance en soi, qui est différente pour les garçons et pour les filles, mais qui peut-être a besoin de plus d'espace pour les garçons et pour les filles sans que cela lèse les filles. Donc, ensuite, les garçons et les filles vont généralement sur les cours d'école relativement rester un petit peu à l'écart les uns des autres et se regrouper. C'est quelque chose qui est assez, je dirais, qui est assez maturatif. Chacun se replie un petit peu sur son sexe, le temps de s'affirmer, de prendre confiance dans ce que son sexe, voilà, dans ce qu'il représente, mais avec surtout la question de savoir, pour chaque enfant, si il parvient à donner suffisamment satisfaction à ses parents. C'est ça l'enjeu qui est l'enjeu fondamental, beaucoup plus que ce qui se passe uniquement entre enfants. Et ensuite, les enfants ne privent pas, les garçons et les filles ne se privent pas de se dénigrer l'un l'autre à cause des stéréotypes alors les plus convenus, du style les filles c'est chippie ou les garçons c'est vantard ou tout ce que vous voulez, mais ça fait partie plutôt d'une autoprotection finalement dans laquelle ils se réfugient, le temps, je dirais, de se conforter dans le fait que garçons ou filles, ils parviennent à donner suffisamment satisfaction à leurs parents. Ça, c'est tout l'enjeu de l'enfance. C'est un enjeu complexe et difficile. Alors, moi, ce que je critique dans toute cette démarche actuelle, c'est d'abord qu'elle est empreinte d'un profond pessimisme. On voit comment la différence des générations et la différence des sexes sont considérées d'une façon extrêmement pessimiste, extrêmement noire. Je vois par exemple la façon dont on traite, on l'a évoqué tout à l'heure, le merveilleux, je dirais, la fille qui est en attente du prince charmant, ça serait là un stéréotype qu'il faudrait déconstruire. Il n'est pas forcément un problème, au contraire, que les filles puissent rêver, parce que quand elles rêvent du prince charmant, elles rêvent aussi du fait de leur question, est-ce que moi j'ai été la petite princesse pour mon père ? Est-ce que j'ai pu éveiller à ce moment-là en lui les sentiments qui m'ont fait sa petite princesse? Donc c'est cela qui est en jeu. Donc les enjeux vont bien au-delà, je dirais, d'une réflexion qui est strictement sur l'enjeu le plus direct. Il y a une dimension beaucoup plus profonde à ce qui se passe. Et donc la première question, c'est cette espèce de pessimisme, de noirceur que l'on fait porter, que l'on apporte aux enfants sur la relation entre les générations et entre les sexes, alors que pour eux, c'est la question fondamentale. La question fondamentale parce que, je dirais, toute leur question, c'est qu'est-ce qui s'est passé entre mon père et ma mère, qu'est-ce qui les a rapprochés, qu'est-ce qui les a unis. Donc, effectivement, ce message, je dirais, de noirceur sur la relation entre les sexes et sur le fait qu'il faudrait que les sexes se méfient l'un de l'autre, soient en défiance l'un à l'égard de l'autre, est profondément pernicieux par rapport à la maturation psychologique de l'enfant. C'est donc les deux choses que moi je critique dans cette démarche actuelle. La première, c'est le fait d'un brouillage de la maturation des enfants. Alors vouloir à tout prix aller mettre la poupée dans les bras du garçon et la carabine dans les mains de la fille, d'abord c'est vraiment user d'un contre-stéréotype, donc quand on est dans le contre-stéréotype, on est dans le stéréotype, et puis surtout, on ne respecte pas l'enfant fragile qui pourra être en profonde question sur est-ce que j'arrive à être le garçon, est-ce qu'il ne souhaitait pas une fille, etc. Tout ça, ce sont des questions des enfants. Là, on va brouiller le questionnement de cet enfant fragile et donc être profondément perturbateur, avec un message perturbateur et qui noircit. Et puis la seconde chose, c'est que l'on dépossède les parents et les familles de ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire le lien constitutif, le lien qui constitue la confiance en soi de l'enfant. Et la confiance en soi de l'enfant, la suffisante confiance en soi de l'enfant, c'est la base
du fait qu'ils puissent, je dirais dans l'enfance, mais aussi, surtout et ultérieurement, se respecter et donc, donc pouvoir se rencontrer. Voilà, je vous remercie.